Donc moi, je suis mancelle et j'ai eu la chance de faire une partie de mes études au Canada. J'ai noué plusieurs contacts et depuis donc mes études, j'y vais assez souvent. En novembre 2023, j'ai fait une série de concerts là-bas et j'ai été contactée par une équipe de femmes québécoises pour le tournage d'un documentaire, donc une expédition entre femmes en kayak de mer, en autonomie, sur la côte est du Groenland. J'ai profité de cette opportunité pour me munir de micros, de caméras, afin de capter des sons. Et les sons que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, ils nourrissent la création de plusieurs types de projets artistiques, sonores, et que j'essaie de faire vivre sur le territoire. Le thème de cet après-midi, c'est donc l'imaginaire et les réalités polaires. Ce qui a nourri mon imaginaire sur l'Arctique, c'est Paul-Émile Victor, puisqu'en 1934, âgé de 27 ans, il est resté une année vivre dans une famille inuite, exactement au même endroit où moi je suis passée donc en juillet 2024. Je suis passée donc faire cette expédition. Les kayaks que nous avons eus, ce sont des kayaks d'expédition qui sont en fait appelés kayaks groenlandais. C'est exactement le même type de moyen de transport utilisé en fait par les Inuits sur cette côte est du Groenland, donc une côte qui est assez peu urbanisée. Je vous ai mis ici deux cartes. À gauche, c'est la carte dessinée par Paul-Émile Victor. Les petits points ronds, ce sont les lieux en fait d'hivernage des populations inuites. Et puis à droite, vous avez donc notre expédition qui, vraiment 90 ans après, c'est presque sur les traces de Paul-Émile Victor. Donc, je me suis évidemment beaucoup inspirée de la littérature. 90 ans me séparent des livres écrits par Paul-Émile Victor ici, donc c'est le livre Banquise. Et il parle déjà de pas mal d'aspects du Groenland, c'est-à-dire l'aspect géopolitique. Le Groenland ici a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale de base de ravitaillement pour les Alliés qui bombardaient l'Allemagne. C'est aussi des relevés notamment de climatologie. Ici, on voit bien que le fjord d'Ammassalik, donc sur la côte est du Groenland, est baigné par les courants froids qui viennent donc de la Sibérie, ce qui fait que ce sont des zones qui sont très peu accessibles en bateau, dans lesquelles en fait il y a eu donc peu de contact avec ces populations et peu de moyens d'y accéder. Paul-Émile Victor aussi a pris énormément de photos, de données. Ici, c'est une famille inuite qui vit donc dans une hutte d'hivernage, donc pas d'igloo sur la côte est du Groenland. Les huttes d'hivernage qui sont donc faites en pierre et puis en terre, et puis donc des Inuits qui vivent ensemble, donc là sur l'hiver. Beaucoup de photos, évidemment, d'enfants. Ça m'a évidemment inspiré, moi aussi, une série de photographies de personnes que j'ai rencontrées pendant mon expédition. On voit par exemple sur les photos suivantes, eh bien, l'évolution aussi des enfants aujourd'hui en 2024. Donc, cette fois-ci, ce sont des maisons, des habitats sédentaires. On voit aussi les vêtements des enfants, qui sont des vêtements que l'on pourrait avoir nous-mêmes en Occident. Donc, voilà, ces photos sont représentatives, évidemment, de l'évolution de cette partie du Groenland. Et en même temps, on voit ces enfants contempler la mer, contempler la nature et jouer de manière assez paisible dans ces petits villages. Alors ici, maintenant, je vais vous amener avec moi. Vous allez participer avec moi à cette expédition avec cet extrait.
Alors, je vous invite maintenant à voyager avec vos oreilles. En tant que musicienne, moi, c'était la première fois que je voyageais vraiment avec mes oreilles, donc je vais vous inviter à une petite expérience. Donc, je vous invite à fermer les yeux et puis à prendre 3 grandes inspirations. Allez-y. À la première grande inspiration, vous allez détendre votre corps. À la deuxième grande inspiration, vous allez vous connecter avec votre souffle. Et à la troisième grande inspiration, vous allez vous connecter, vous concentrer sur les sons que vous entendez. Et vous allez nommer ces sons mentalement. Donc le son de la soufflerie, peut-être le son de la respiration de votre voisin ou de votre voisine. Maintenant que vous êtes bien concentré, je vous laisse écouter ce son et essayer d'imaginer d'où il vient. Donc ce son, vous l'avez reconnu, c'est le souffle des baleines. Beaucoup de baleines à bosse dans le fjord d'Ammassalik, elles ne sont pas chassées par les Inuits, elles sont protégées. Donc il y en a beaucoup au bord des villages, on en a vu tous les jours. Si vous voulez bien jouer encore avec moi, j'ai ce petit son pour vous. Écoutez. Alors, on a l'habitude de classer les sons. La géophonie, c'est donc les sons qui viennent de la Terre, les craquements des bulles de glace dans la banquise, les craquements des glaciers. Je n'ai pas le temps de vous faire tout écouter, mais j'ai récolté beaucoup de sons. La biophonie, ici le son des baleines, des sons d'oiseaux. Et puis l'anthropophonie. Alors les rames que vous avez entendues, c'est nos propres sons à nous d'explorateurs, puisqu'en fait, en étant là, on produit aussi nos propres sons. Et puis, les sons d'anthropophonie, évidemment intéressants, c'est ceux captés dans les villages, notamment ici le village de Kouloussouk, où vous allez pouvoir entendre la langue inuite donc de 2024. Donc le son que vous avez entendu, je vous le commente un tout petit peu, les sons des travaux, donc l'été beaucoup de travaux, et puis les sons des chiens, évidemment, qu'on appelle chimiques. Les chiens sont indissociables de la culture inuite. C'est grâce aux chiens que les Inuits ont pu s'installer au Groenland, sentir la glace, etc. Bon, voilà, donc les chiens, le son des chiens, on les appelle un peu, nous, le son des loups. Là, vous en avez entendu un tout petit peu, mais j'ai des kilomètres de sons de chiens. Ici, un extrait d'un petit magasin. Donc, dans le village de Kouloussouk, il y a un petit magasin général qui est approvisionné une fois par an, au mois de juillet, en bateau. Et donc, la plupart du temps, évidemment, les Inuits vivent d'une économie de subsistance, puisqu'ils pêchent et puis ils chassent le phoque. Et c'est grâce au phoque, en fait, qu'ils se nourrissent. Donc, voici maintenant un petit extrait de son anthropophonique dans le magasin général de Kouloussouk.
Alors ici, vous avez une petite vidéo sur les déchets de ce petit magasin. C'est la réalité polaire, la gestion des déchets. Donc, les Inuits habituellement vivaient donc en économie de subsistance. Et là, tout d'un coup, il y a ce petit magasin avec tous ces emballages, tous ces déchets. Donc Marie-Josée, qui était une des Québécoises, qui a une maison à Kouloussouk, qui nous a hébergés et qui a organisé toute l'expédition, elle me disait qu'elle avait vu une décharge, un bateau donc venant du Danemark avant le Covid, donc avant 2020. Donc voilà. Hop, on peut revoir ici un peu plus en gros plan donc les déchets. Et c'est là qu'on a, tout à l'heure, je vous ai montré des baleines. Et en fait, c'est juste de ce petit renfoncement-là, qui est donc juste à côté de... Donc voilà, les décharges publiques à ciel ouvert qui côtoient la glace, la banquise et les baleines. Alors en parlant des déchets, si vous avez une carte du Groenland, et tous les points rouges, en fait, ce sont toutes les bases militaires. Celle qui est entourée, c'est Ikatek. Et ben là, c'est encore des déchets puisque les Américains sont partis. Donc la base servait pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis pendant la guerre froide. Et donc les Américains sont partis et ils ont laissé le site... voilà, tel que vous le voyez sur ces images, voilà, qui était un ancien site d'hivernage dont parle Paul-Émile Victor en 1934, donc avant la construction de la base. Alors, ici, on arrive un petit peu à la fin de cette écoute de son. J'en ai plein, j'en ai vraiment de toutes sortes. Et cet extrait-là que je vais vous montrer maintenant, c'est un bon moment parce que, en fait, le fait de capter des sons, ça m'a permis des belles rencontres avec des habitants du village. Donc, je vous montre ici une belle rencontre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette expédition une fois qu'on est rentré au Mans et en Sarthe? Eh bien, on se sert de cette expérience d'écouter les paysages sonores pour peut-être écouter ceux de notre territoire à nous. Donc, avec l'association La Voix en Scène Production, on a eu cette idée d'aller amener notre matériel, nos micros, dans ici la cour d'un collège du centre-ville du Mans. Alors, les élèves m'ont dit c'est la première fois que j'entendais mon collège. Donc ça, c'est une expérience assez intéressante aussi de sensibilisation évidemment à l'environnement, en fait, par l'écoute des sons et par l'écoute des paysages sonores. On a créé quelques outils pédagogiques comme ici la cartographie des sons, comme on pourrait cartographier un paysage. Donc là, l'enfant, par exemple, a essayé de reconnaître les chants des oiseaux, donc dans le centre-ville du Mans, un rouge-gorge, donc il avait quand même quelques connaissances. Donc voilà, ça, c'est des applications concrètes d'ateliers arts et sciences que l'on mène sur notre territoire. Moi, en tant qu'artiste, évidemment, ces sons m'inspirent. Ils m'inspirent des mélodies. Là, je vais vous mettre un tout petit extrait d'une chanson qui s'appelle Nanook, où j'ai mis des sons de robinet qui coulent, comme je les appelle, avec des rythmiques un peu électro.
etc., etc. Je me suis intéressée récemment à ici faire des contes immersifs du Groenland. Hop, juste stopper que j'introduise. Ouais, c'est bon. Donc, ce sont des contes qui ont été captés par Knud Rasmussen. Alors, lui, il est né en 1879. Son père, c'était un missionnaire danois et sa mère, c'était donc une femme inuite. 1879. Il a vécu son enfance comme un enfant inuit dans le village, avec la pêche, la chasse, etc. Et donc, il a ensuite fait des études au Danemark. Et il a décidé en fait de consacrer toute sa vie à la culture inuite, puisqu'il voulait évidemment, je pense aussi, comprendre ses origines. Donc j'ai réussi à trouver une version française de ce conte. Et évidemment, un des sons les plus marquants de mon voyage, c'est ces sons de baleines, qui sont des souffles de baleines. Donc je vais vous conter. Voilà, ce conte inuit. Aku cakupu maksudnya masuk kulihat. Tawa ini kita masuk itu akan ini. Le conte de la baleine et de son âme. Un corbeau, stupide et arrogant, volait jadis en direction de la mer, loin, très loin. Il volait, volait, volait. Quand il fut fatigué, il commença à guetter la terre, mais elle avait disparu depuis bien longtemps. Finalement, il fut tellement épuisé qu'il put tout juste se maintenir en planant au-dessus de la surface de l'eau. Soudain, une gigantesque baleine émergea juste devant lui. Il fut si effrayé qu'il se jeta dans sa gueule. L'obscurité régna un instant autour de lui. Il ne perçut que clapotis et frémissements. Alors qu'il pensait mourir, il tomba dans une maison charmante où régnait lumière et chaleur. Sur la plateforme était assise une jeune fille qui prenait soin d'une lampe à huile. Elle se leva et l'accueillit en ces termes. « Tu es le bienvenu ici, mais tu dois seulement me jurer une chose. Tu ne toucheras jamais à ma lampe. » Le corbeau, ravi d'avoir sauvé sa vie, s'empressa de la rassurer. Il ne toucherait jamais à la lampe et s'assit sur la plateforme. Il fut émerveillé par la splendeur et la propreté de la petite maison. Elle ressemblait à une maison d'homme. Tout était aménagé à la manière des hommes. Pourtant, la jeune fille présentait une agitation étrange. Elle ne restait jamais assise très longtemps. Elle se levait fréquemment et se faufilait dans l'entrée. Cela ne durait jamais longtemps. Elle revenait, mais presque aussitôt, elle repartait. « Qu'est-ce qui te rend donc si inquiète ?» demanda le corbeau. « La vie, » répondit la jeune fille. « La vie est mon souffle, » reprit-elle. Mais il ne comprit pas du tout le sens de cette réplique. Le corbeau s'était maintenant reposé. Sa peur n'était plus qu'un mauvais souvenir. Et il commençait à devenir curieux. « Pourquoi ne puis-je donc pas toucher à cette lampe ?» se demanda-t-il. Et chaque fois que la jeune fille se faufilait dehors, le laissant seul, son envie de trahir sa promesse et d'aller picorer juste un petit morceau de graisse de la lampe devenait de plus en plus grande. Finalement, il ne put maîtriser plus longtemps sa curiosité. Au moment où la jeune fille se glissa de nouveau dehors, il bondit et picora les rebords de la lampe.
Au même instant, la tête de la jeune fille roula dans l'entrée et la lampe s'éteignit. Le corbeau comprit trop tard ce qu'il avait fait. Il tâtonnait dans l'obscurité, mais la belle maison avait disparu. Il était sur le point d'étouffer, battant des ailes parmi le sang et la graisse. La chaleur était si intense qu'il en perdait son plumage. À moitié asphyxié, il culbutait et tournoyait dans le ventre de la baleine. Il avait enfin compris ce qui était arrivé. La jeune fille était l'âme de la baleine et se glissait à l'air libre chaque fois que la baleine devait respirer. La lampe à la longue et douce flamme représentait son cœur. Par pure curiosité, le corbeau avait picoré le cœur de la jeune fille qui avait succombé. Il ignorait que ce qui est beau est délicat, est également fragile et facile à détruire, tant il était stupide et obstiné. Maintenant, il luttait pour sa vie, se débattant dans le sang et l'obscurité. Finalement, il réussit à s'échapper en empruntant le même chemin qu'à l'arrivée. Il s'assit à moitié nu, couvert de graisse, et tout sale sur le dos de la baleine. Il resta là, vivant de charogne, tandis que le vent et les vagues les ballottaient. Il ne pouvait plus voler, car ses ailes étaient toutes abîmées par la chaleur et le sang. Une tempête les poussa finalement vers le rivage, et les hommes, voyant le cadavre de la baleine, prirent leur kayak et ramèrent vers le large pour se procurer viande et graisse. Quand le corbeau les vit, il se transforma instantanément en homme, un petit homme laid, tout souillé et fripé, debout sur le dos de la baleine. Il ne révéla pas que, par une sotte curiosité, il avait profané un cœur et détruit quelque chose de beau et de précieux. Il criait simplement, triomphant, « C'est moi qui ai tué la baleine! C'est moi qui ai tué la baleine !» Et il devint un grand homme parmi les hommes. Donc voilà ce conte de Rasmussen, 1875. Je vais terminer avec terminer avec tous ceux qui m'ont permis de vivre cette expérience et cette expédition, et notamment mon coach sportif qui a donc réussi à transformer une chanteuse en exploratrice. Et je remercie évidemment toutes les personnes, notamment du territoire et du Mans, qui m'ont soutenue dans cette expédition. L'ENSTA Bretagne pour le prêt des hydrophones, R2D3 pour le prêt des caméras, Cryothérapie Le Mans qui m'a aidé dans ma préparation sportive pour supporter le froid, Naturaterra pour tous les compléments alimentaires, les vitamines pour éviter le scorbut, et puis le club de kayak qui m'a appris à pagayer parce que je n'avais jamais fait de kayak de ma vie, le CPFI qui m'a permis de faire les premières conférences, la ville du Mans évidemment qui m'a soutenue aussi, le Crédit Mutuel. Voilà, merci beaucoup.